Ils disent que depuis 82 jusqu'à l'heure actuelle, Biya est président. Alors, vous savez donc que ce n'est pas le qui peut, mais c'est le qui veut. Bienvenue sur cette édition. Qu'est-ce qui se passe entre Ayolo et Ngongo? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Parce qu'en ce moment, le régime de Pomba est passé aux abois. C'est comme ça qu'on a fait pour arrêter Abba Oyono. Et rappelez-vous qu'il y a ce week-end-ci, M. Sanga Nyamding a dit qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à expliquer comment c'est qu'ils ont pu arrêter Abba Oyono. Et je lui ai dit que tu ne connais pas la colère d'un Ekambeti qui a pété un câble. Il est capable d'arrêter même sa propre mère. Quand il entend que le pouvoir, l'argent est menacé, l'Ekambeti perd totalement le contrôle de ses sens et de ses nerfs. Il prend son propre frère comme son pire ennemi. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il n'est pas clair dans sa tête. C'est un bonhomme que quand la haine et la rage envahissent son cœur, il devient incontrôlable. Et même son propre frère devient sa proie. Sa première proie, dont il te parle n'importe comment. Et là, M. Sanga Nyamding, ce week-end, dans la télé de Jean-Pierre Mougoberinga, il a fait du sale. Il a fait du très sale. Il a dit que non, non seulement il a dit que non, déjà ils ont perdu, qu'en ce moment précis, s'ils tentaient d'arrêter Chiroma, ils vont avoir tous les problèmes du monde. Les femmes d'Ongo écoutaient ça en disant que, mais qu'est-ce que le type s'est en train de dire comme ça? Le gars dit que, mais non, Chiroma, il a gagné. Il a tapé pour bien aller retour, tant. Bon, maintenant, si le Conseil constitutionnel a dit quelque chose, patati, patata, donc il a dépecé la bête toute la journée ce dimanche-là. Et là, ils l'ont pris en grippe parce que c'est un gouvernement de rancuniers. Ils sont comme tous les voleurs, les bandits, ils ont ceci en particulier, c'est qu'ils ont la rancune dans le cœur. Dès qu'ils se sentent découverts, dès qu'ils ont l'impression que quelqu'un les a mis à nu leur forfaiture, dès qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils sont mis à nu, tu deviens la personne qu'ils doivent tuer. Ils commencent par t'organiser un narratif de détestation, ils commencent à te stigmatiser. Vous voyez par exemple comme ils ont déchiré le Cameroun en plusieurs morceaux. Et c'est ça que M. Sanga Nyamding a dit l'autre jour. C'est ça qui lui crée tous les problèmes qu'il a là. Mais Sanga a tous les problèmes qu'il a là parce qu'il a dit que ils sont en train de déchirer le Cameroun en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'en premier, c'était les anglophones. C'est-à-dire qu'un anglophone entrait dans une boutique comme ça, là, tu entendais comment les Ekambeti Boulon commençaient à lui dire Ambazozo, Ambazozo. Pourquoi? Parce que John Frunze était un anglophone, il était l'opposant farouche de Paul Biya, c'était celui qui portait et aspirait aux aspirations du peuple. Les mêmes bonhommes ont engagé la stigmatisation par l'ethnie et par le langage. Ils ont commencé à appeler Ambazozo. Ils ont dressé le Cameroun tout entier contre quelque chose qui fait la particularité de notre pays, sa partie anglophone, son bilinguisme. Ils ont détruit ça pour le pouvoir. C'est devenu un ambazozo, c'est devenu un anglofoufou et tout. C'est pas moi qui a dit, c'est Charlemagne Messanga Nyamding. C'est ça qui lui coûte la déportation qu'il a de Garoua. Parce que comme il parle là, s'il ne fait pas attention, on va le déposer que devant la cour du CED. S'il ne fait pas attention, il va atterrir seulement devant la cour du CED. Hein, Messanga, tu sais qu'ils peuvent faire ça. Ah bon, ils pensaient qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils pensaient qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, mais ils ne savent pas qu'ils ont perdu le Nord. Il n'y a que le peuple camerounais qui peut stopper ces mecs dans leur course folle. Il n'y a que le peuple. Là, il n'y a personne qui est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tout le monde, on doit se battre parce que si on se laisse faire, on va se faire bouffer comme peuple, on va se faire bouffer comme être humain, on va être sali comme pays. C'est clair. Et il a continué, Charlemagne Messanga Nyamding, en disant que quand ils ont fini leur deal de diabolisation des anglophones, c'est tombé maintenant sur les gars bamileke, les gars de l'Ouest. Et quand ils sont assis chez eux, ils écoutaient Messanga Nyamding en train de clarifier comment c'est qu'ils sont en train de dépecer le pays en plusieurs morceaux juste pour rester au pouvoir. Donc ils tuent tout ce qu'il y a de national, tout ce qui fait de nous une nation, tout ce qui fait de nous un peuple, c'est la chose qu'ils combattent. On ne doit jamais avoir un intérêt collectif. On ne doit jamais se battre pour quelque chose de collectif. Et on doit toujours trouver un moyen où il y a des petits miséreux qui trouvent leur bonheur dans l'état de misérabilisme général et institutionnalisé.
Il y a toujours un petit groupe de miséreux ou de peureux, ça dépend de ce qu'on appuie chez eux, qui trouvent quand même leur part de bonheur dans un état de misérabilisme prononcé. Ils sont dedans, ils sont pleins. Ils sont là, vous les voyez sur Internet. Oh non, non, on veut la paix. Oh, quand tes enfants vont venir ici, quand c'est monté, quand c'est descendu et tout. Je vous ai dit que nous, on ne répond même plus à ça parce que ça sert à rien. Ces gens qui ont perdu, ils ont perdu totalement le Nord. Déjà, ils savent pas ce qu'on appelle un pays. Ils n'ont pas été éduqués comme des citoyens. Ils ne savent pas pourquoi on se bat. Pour eux, tout se résume à leur estomac. Ils sont méchants. On les met de côté. C'est du mauvais matériel pour construire un pays. Le gars a fini de stigmatiser les Bamileke. Il a fini de stigmatiser les Bamileke. Oh, les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Ils ont déjà le pouvoir économique. Ils ont ceci. Mais Sanga Nyamding a encore dit ça. Ils sont venus. Ils ont encore déchiré le Cameroun en un autre morceau. Oh, les Bamileke veulent le pouvoir de la politique. Alors qu'ils ont déjà le pouvoir économique. Ils doivent partir se faire foutre. Voilà comment Paul Biya mobilise toujours les Camerounais contre leur propre bonheur. C'est-à-dire que quand c'était John Fundi, ils ont mobilisé les Camerounais pour lutter contre la personne pour qui ils ont voté. Après, quand c'était Maurice Kamto, ils ont mobilisé les Camerounais pour lutter contre la personne pour qui ils ont voté. Donc, ils réussissent toujours à diaboliser le pauvre Camerounais qui essaye de lutter. Vous voyez ce qui se passe avec les policiers en ce moment, avec leurs opérations séduction et manipulation. J'ai vu le costaud préfet du Mfundi marcher au milieu du marché et tout. Et j'ai vu les mamans en train d'applaudir. Il était là avec sa tenue coloniale de prophète de l'époque coloniale. Ils traversaient le marché du Mfundi dans leur opération séduction et tout, en pensant taire la colère du peuple. C'est pour ça que je pense qu'ils sont méprisants. Ils espèrent pouvoir taire la colère du peuple en partant acheter les arachides et les ananas dans le marché. C'est-à-dire que le préfet du Mfundi pense qu'il va taire les revendications fondamentales du peuple basées sur la construction de son propre avenir qui arrive devant en partant acheter les ananas, les arachides et les papayes au marché. Bon, et puis il y a plus les oies qui sont là. Ils se mettent à applaudir et tout, patati, patata. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus dangereux pour la lutte des libertés que l'esclave qui est heureux dans sa condition d'esclave. Un esclave heureux est très dangereux pour les luttes de liberté. Ben, c'est lui qui vous dit, ah non, on peut ramper quand même. Hein, son maître lui a donné une petite maison dans un coin de la cour pour qu'il surveille bien les patates et les pastèques et tout. Il croit qu'il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils ont déchiré le tissu social en mode Bamileke, on jette en brousse et tout. Ils ont dressé même les Bamileke contre Maurice Kamto, comme ils essayent de dresser les nordistes contre Issa Djegouma Bakary. C'est une politique de destruction de la société. C'est une politique de destruction de la société. Et juste derrière, maintenant, c'est que les Babana. Maintenant, non, oh, les Babana. Si vous entrez dans les commissariats partout à Douala maintenant, là, vous allez voir les nordistes, on les kidnappe partout dans les quartiers. Ils kidnappent les nordistes dans les quartiers pour éviter qu'ils se lèvent demain pour aller manifester. Donc, ils font des arrestations prévisionnelles. Ils font des arrestations prévisionnelles. Donc, on attrape les enfants dans les rues pour aller les enfermer dans les cellules pour qu'ils ne viennent pas manifester demain. Ils les appellent les Babana. Donc, c'est ça que Charlemagne Messanga Nyamding a sorti. Il a posé sur la table en disant, voilà pourquoi c'est que eux, au niveau du RDPC et du gouvernement, ils ont organisé à Paul Biya un coup d'état scientifique parce que la seule personne qui perd dans là, c'est Paul Biya et lui, le biaïste, Messanga Nyamding. Donc, il est dans l'avion, il est en train de descendre maintenant à Yaoundé ou à Douala. Il sera pris, hein, tu seras pris, Messanga, ne t'inquiète pas. Ils vont te prendre, ils vont t'amener au CED, ils vont te déshabiller, ils vont t'enlever tes lunettes. Ils vont te dire que tu as été ingrat vis-à-vis de la bouche qui t'a nourri et ils vont vouloir te faire payer ton positionnement. Donc, après toi, à danser sans les habits là-bas au CED. C'était papa. Trahison politique, l'accord secret entre Cabral Libye et le régime enfin dévoilé. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et surtout, ne clignez pas des yeux. Parce que ce qui va suivre n'est pas un simple épisode de la politique camerounaise, non. Mes frères, c'est un vrai film de trahison, un scénario où le héros du peuple finit par serrer la main de ceux qu'il prétendait combattre. Au Cameroun, on dit souvent, quand tu vois un homme danser trop près du feu, ce n'est pas toujours parce qu'il aime la chaleur, mais parce qu'il a quelque chose à cacher. Et dans le cas de Cabral Libye, ce proverbe prend tout son sens. Oui, celui que beaucoup appelaient le jeune lion de la nouvelle génération, celui qui se disait différent du système, semble aujourd'hui pris la main dans le sac, ou plutôt, dans le pacte du régime.
ce n'est plus une rumeur de quartier, ce n'est plus du Congossa d'interprètes politiques sur Facebook, un témoignage glaçant, livré par un manifestant à Douala, vient de faire trembler les réseaux sociaux comme une secousse à Etoudi. L'homme raconte comment, pendant une manifestation pacifique, des membres du parti de Cabral Libye, le PCRN, auraient livré leurs propres compatriotes aux forces de l'ordre. Oui, vous avez bien entendu. Pas les ennemis, pas les infiltrés, non, leurs propres camarades de lutte. Et Cameroun. Voilà donc jusqu'où la politique est descendue. On crie « liberté », on brandit le drapeau, mais dans les coulisses, on échange des contacts de gendarmes. Ce pays-là est devenu un théâtre où les acteurs politiques jouent tous les rôles à la fois, le révolutionnaire le matin, l'informateur à midi, et le conseiller du ministre le soir. Et le pire dans tout ça, c'est que le témoin affirme que ces soi-disant militants du PCRN avaient des numéros secrets qu'ils appelaient pour que les gendarmes viennent ramasser les manifestants. Une scène digne d'un film d'espionnage. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent que leur problème, c'est avec les Bamileke et les nordistes. Et donc maintenant, la lutte pour un Cameroun meilleur devient une guerre d'ethnie? Voilà comment on transforme le rêve d'unité nationale en cauchemar communautaire. Mais ne partez pas, hein. Parce que ce que vous allez entendre dans ce reportage dépasse la fiction. C'est une histoire de complot, de deals cachés et d'arrangements de couloirs, une histoire où la jeunesse politique qui promettait la rupture semble avoir préféré la compromission. Et avant qu'on plonge dans ce mystère digne des dossiers secrets d'Etoudi, je vous demande juste une chose. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News, la meilleure chaîne d'analyse politique du Cameroun et de la diaspora. Et surtout, activez la cloche de notification, parce qu'ici, on ne vous donne pas l'actualité fade et sans goût. Non. Ici, on vous la sert bien pimentée, pleine de révélations, de rebondissements et sans langue de bois. Alors ne bougez pas, gardez vos oreilles grandes ouvertes, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui sur Cabral Libye et son supposé accord avec le régime, pourrait bien changer la manière dont vous voyez la politique camerounaise. Partie 1, le double jeu de Cabral Libye quand la politique devient théâtre de marionnettes. À mes chers abonnés de Camé News, asseyez-vous bien, prenez votre tasse de foléré ou votre morceau de tapioca, parce que ce qu'on va décortiquer ici, c'est du haut niveau dans l'art du faux type à la camerounaise. Oui, vous avez bien entendu, faux type, comme on dit chez nous quand quelqu'un joue à être le sauveur du peuple, mais finit par danser au rythme du régime qu'il prétend combattre. Parce que voyez-vous, dans ce Cameroun de 2025 où les politiciens changent de couleur plus vite que les caméléons du Mundi, Cabral Libye, le président autoproclamé des « jeunes conscients », semble avoir franchi la ligne rouge. Le monsieur qui criait hier à tue-tête « Je suis la nouvelle génération », voilà qu'on l'accuse aujourd'hui d'avoir passé un accord secret avec le régime de Yaoundé. Un pacte dans l'ombre, une alliance digne d'un film nigérian version « Trahison politique volume 7 ». Et comme par hasard, c'est encore un témoignage sorti tout droit du terrain qui met le feu aux poudres. Un citoyen, manifestant pacifique à Douala, raconte que des membres du PCRN, le parti de Cabral Libye, auraient livré leurs propres compatriotes aux gendarmes. Oui, vous avez bien entendu, pendant que le peuple criait « liberté », certains livraient leurs camarades aux forces de l'ordre, comme si on était dans une série d'espionnage à la sauce camerounaise, mission PCRN impossible, dénoncer ton voisin pour survivre. Et là, le choc, mes frères. L'homme arrêtait d'y avoir échappé de justesse grâce à la langue bassa qu'il parlait parfaitement. Et Cameroun. Donc maintenant, pour survivre à une manifestation, il faut parler la langue du clan dominant? On pensait que c'était la carte d'électeur ou la constitution qui protégeait le citoyen, mais apparemment, c'est le dialecte local qui sauve la vie. Mais attendez seulement, le plus croustillant arrive. Le témoin raconte que les sympathisants du PCRN appelaient des numéros mystérieux, et quelques minutes plus tard, bam! Les gendarmes débarquent. C'est-à-dire que c'était bien organisé, comme un vrai service de renseignement parallèle. Une opération, coup de filet made in PCRN, avec des infiltrés, des dénonciateurs, et peut-être même des bonus pour chaque manifestant livré. On dirait un mauvais sketch, mais au Cameroun, le théâtre politique est plus comique que le cinéma. Et quand le témoin leur demande pourquoi ils font ça, devinez la réponse. Ils disent que leur problème, c'est avec les Bamileke et les nordistes. Ah. Donc la politique devient maintenant affaire d'ethnie? Le combat pour la vérité des urnes se transforme en règlement de compte tribal? Voilà comment on passe du slogan « Cameroun c'est pour tous » à « Cameroun c'est pour ceux de mon village ». Et oui, c'est ça la nouvelle logique politique du pays de Paul Biya, on divise pour mieux se vendre.
Mais attendez, chers abonnés, là où le sel devient piment, c'est que Cabral Libye, lui, reste muet comme une tombe. Pas un communiqué, pas une mise au point, pas même un « je condamne ». Silence radio. Et comme on le dit souvent chez nous, quand tu vois quelqu'un se taire alors qu'on parle de lui, c'est qu'il compte d'abord ses avantages avant de répondre. Et c'est là qu'on comprend que le jeu politique au Cameroun n'est plus une affaire d'idéologie, mais de positionnement stratégique. Cabral Libye, qui se présentait comme le porte-voix des oubliés, serait-il devenu le messager discret du régime? Celui qui parle le langage du peuple en public, mais signe les papiers dans les couloirs du pouvoir? Dans tous les cas, mes chers téléspectateurs, ce qui est sûr, c'est que le peuple camerounais n'est plus dupe. Parce qu'à force d'être trahi par ceux qui crient « justice », le matin et dînent avec le régime le soir, les Camerounais commencent à développer un instinct politique plus fort que les détecteurs de mensonges du FBI. Alors je vous pose la question. Que pensez-vous, vous, de cette affaire? Croyez-vous que Cabral Libye est vraiment tombé du côté du régime? Ou bien pensez-vous qu'on cherche à salir un jeune qui dérange l'ordre établi? Dites-le moi dans les commentaires, parce que cette histoire, c'est du lourd, du très lourd. Et surtout, abonnez-vous à Camé News, la seule chaîne où on dit les choses telles qu'elles sont, avec le rire au bout des lèvres mais la vérité dans le cœur. Partie 2, le contexte politique, quand Cabral Libye joue à la chaise musicale avec le régime. À Cameroun. Le seul pays au monde où même l'opposition a parfois du mal à s'opposer. Tu ne sais plus qui combat qui, ni qui collabore avec qui. Un jour, les gens marchent contre le régime, le lendemain, tu les vois en photo avec les ministres au Hilton, en train de sourire comme si la vie politique était une cérémonie de mariage sans fin. Et dans cette confusion digne d'un sketch de Fingon Tralala, voilà que surgit le nom de Cabral Libye, député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Un homme jeune, éloquent, parfois brillant, souvent déroutant, et désormais cité dans un témoignage explosif où certains de ses partisans sont accusés d'avoir livré des manifestants aux forces de l'ordre. Ah oui, mes chers abonnés de Camé News, le Cameroun ne manque jamais d'épisodes rocambolesques. Cabral Libye, entre l'opposant et le collaborateur. Disons la vérité, Cabral Libye, au début, beaucoup de Camerounais avaient vu en lui une lueur d'espoir. Le jeune intellectuel sorti de l'amphi, bien habillé, parlant français avec des mots qui sentent la bibliothèque, le genre de gars qu'on imaginait capable de dépoussiérer la vieille politique à moustache du Cameroun. Mais au fil du temps, l'image du « messie politique » s'est un peu froissée. Député à l'Assemblée nationale, il s'est retrouvé à siéger parmi ceux qu'il critiquait hier. Et depuis, le public observe et soupire. Parce qu'au Cameroun, quand tu passes trop de temps à Bastos, on finit toujours par se demander si tu es encore de l'opposition ou déjà en stage d'intégration au RDPC. Et le comble, c'est que chaque fois qu'un scandale éclate, on voit toujours des doigts se pointer vers le PCRN comme s'il détenait le manuel secret de la confusion politique. On dirait que ce parti, à force de vouloir réconcilier le pays, a fini par réconcilier le régime avec lui-même. Une opposition ou une sous-traitance? Dans un pays normal, l'opposition c'est celle qui dérange le pouvoir, qui le secoue, qui pose les questions qui fâchent. Mais chez nous, l'opposition ressemble parfois à un petit club d'amis qui s'envoie des pics à la télévision et des messages doux en coulisses. Cabral, lui, a souvent crié qu'il n'est pas manipulé. Mais le problème, c'est que dans la rue, beaucoup de Camerounais ne le croient plus. Ses sorties publiques font parfois plus penser à un professeur de morale qu'à un résistant politique. Et puis, quand on entend des témoignages comme celui rapporté par Jorel Jacques-Zang qui évoque des sympathisants de son parti livrant des manifestants, l'opinion se dit, mais alors, qui joue pour qui dans cette histoire? C'est un peu comme si, dans un match de football, on voyait un joueur changer de maillot à la mi-temps sans prévenir personne. Tu ne sais plus s'il marque un but ou s'il fait une passe au gardien adverse. Et bien voilà, la politique camerounaise, c'est ce match-là, les drapeaux changent de couleur selon la météo du palais. Le fameux accord secret, mythe ou réalité. Depuis quelque temps, la rumeur enfle dans les réseaux, Cabral Libye aurait passé un accord discret avec le régime. On parle de promesses, de petits arrangements, de mains tendues et de dos grattés. Lui dément, bien sûr, et il a raison de le faire tant qu'aucune preuve n'est rendue publique. Mais au Cameroun, la rumeur a plus de puissance qu'un communiqué officiel. Parce que chez nous, même quand un mensonge est faux, il finit toujours par devenir vrai dans les oreilles du peuple. Et cette histoire d'accord avec le pouvoir vient ajouter une couche de méfiance sur un plat politique déjà indigeste. Pendant que le peuple souffre, les alliances changent,
se fondent et se défont. Les uns négocient la paix, d'autres négocient leur poste. Et au final, le citoyen de base, lui, n'a même pas le ticket pour comprendre le film. On appelle ça la politique du « faut attendre un peu », version Cameroun. Quand la jeunesse politique devient vieille avant l'âge. Cabral Libye, c'est aussi le symbole d'une génération qu'on croyait différente. On disait, voici les jeunes, ils vont changer le système. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, le peuple d'un côté, le pouvoir de l'autre, on finit par déplaire à tout le monde. Dans un pays où le peuple attend un opposant courageux, clair, tranchant, celui qui hésite devient vite suspect. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, les Camerounais se demandent si Cabral Libye joue encore pour la démocratie, ou s'il joue pour sa survie politique. Un vieux père m'a dit un jour au bar. Mon fils, au Cameroun, quand un politicien commence à trop parler de paix, c'est souvent parce qu'il a déjà trouvé sa part du gâteau. Et c'est là toute la satire de cette affaire, pendant que le peuple crie « justice », certains politiciens crient « dialogue », mais un dialogue bien rémunéré, s'il vous plaît. Une image écornée, mais pas encore brisée. Soyons justes, Cabral Libye reste une figure importante. Il a un électorat, il a une voix, et il a encore la chance de redresser la barre. Mais pour cela, il doit sortir du flou. Parce que dans la politique camerounaise, le flou, c'est le début du naufrage. Aujourd'hui, les gens veulent de la clarté. Es-tu opposant ou allié? Défends-tu le peuple ou tes intérêts? Et surtout, pourquoi ton nom revient dans des affaires où le peuple se fait livrer comme des sacs de ciment? Ce sont ces questions que Camenews pose, sans haine, mais avec le franc-parler du pays. Parce qu'ici, on n'est pas là pour applaudir les discours, mais pour comprendre les manœuvres. Et pendant ce temps, le peuple observe. Le peuple camerounais, lui, regarde tout ça comme un feuilleton. Il ne parle pas, mais il voit. Il enregistre dans sa mémoire politique, silencieusement, chaque sourire, chaque trahison, chaque retournement de veste. Et le jour où il décidera de parler dans les urnes, ce ne sera pas joli à voir. Parce qu'au Cameroun, le peuple ne se fâche pas souvent, mais quand il le fait, il ne prévient pas. Alors Cabral Libye ferait bien d'écouter le murmure de la rue avant que le silence du peuple ne devienne sa plus grande sanction. En résumé, cette affaire, qu'elle soit fondée ou non, montre une chose, la confiance politique au Cameroun est fragile comme une ampoule chinoise. Il suffit d'un geste mal interprété, d'une rumeur mal gérée, pour qu'un leader perde en une journée ce qu'il a mis 10 ans à bâtir. Et dans un pays où l'espoir du changement repose sur une jeunesse déçue, chaque faux pas devient une gifle morale pour ceux qui y croyaient encore. Alors Cabral, si jamais tu écoutes cette voix off, sache-le, le peuple ne veut pas un opposant parfait. Il veut juste un opposant fidèle à sa parole. Parce qu'ici, au Cameroun, le mensonge politique ne se digère plus avec le ndolé. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Cabral Libye a vraiment un accord secret avec le régime? Ou croyez-vous que tout cela n'est qu'une manipulation pour salir son image? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Camenews, la chaîne qui dit tout haut ce que les couloirs du pouvoir murmurent tout bas. Ici, on fait du journalisme, mais avec le piment du vrai Cameroun. Partie 3, la dimension communautaire, quand la politique devient une affaire de tribu. À Cameroun, pays où même quand tu veux revendiquer ton droit à respirer, on te demande d'abord ton village avant de t'écouter. Ici, tout devient vite une histoire de tribu, même la vérité des urnes. Et c'est là, mes chers abonnés de Camenews, que le témoignage rapporté par Jorel Jacques Zang vient heurter le bon sens. Parce que selon le narrateur, certains individus, présentés comme des sympathisants du PCRN, auraient affirmé que leur problème, ce n'était pas la manifestation en elle-même, ni les revendications citoyennes, mais les Bamileke et les nordistes, qui seraient venus, avec le slogan. Oui, vous avez bien entendu. Donc dans une marche pour la démocratie, on trouve encore le moyen de distribuer les coups selon la carte d'identité tribale. Et là, on se regarde entre Camerounais et on se demande, on va où comme ça? Quand la politique devient un championnat tribal. Au lieu que le débat soit sur la gouvernance, la justice, l'alternance, le pain et l'eau potable, on se retrouve à parler de « toi tu es d'où? Ton accent vient de quel coin ?» Le plus tragique, c'est que ce virus-là, oui, un vrai virus social ne vient pas du peuple en bas, mais souvent des élites politiques qui, incapables de convaincre par leurs idées, préfèrent jouer la carte du clan. Et le peuple, lui, naïf et souvent fatigué, tombe dans le piège comme une mouche dans le miel. Au marché, on commence à dire « Ah, ce parti-là c'est pour les gars du Nord, ce candidat-là, c'est pour les Bamileke. »
Mais attendez. Depuis quand la carte d'électeur a remplacé la carte nationale d'identité? C'est ce genre de mentalité qui fait qu'on marche à reculons. Pendant que d'autres nations construisent des ponts, nous, on construit des barrières dans nos têtes. La stratégie classique du « diviser pour mieux régner ». Vous voyez, cette affaire de tribu dans la politique camerounaise, c'est vieux comme la moustache du lion de Mvomkar. Chaque fois que les choses commencent à chauffer, chaque fois que le peuple commence à se lever ensemble, hop. On sort la carte ethnique comme un joker magique. Les discours deviennent du genre, ce sont les gens de telle région qui veulent prendre le pouvoir, ou bien eux, ils sont trop nombreux, ils veulent dominer le pays. Et voilà comment, pendant que les uns s'insultent sur Facebook, ceux qui tirent les ficelles comptent les profits et coupent le gâteau tranquillement à étourdi. C'est une vieille recette, mes frères et sœurs. Même le colon l'avait déjà utilisée avant l'indépendance, opposer les uns aux autres pour mieux contrôler tout le monde. Et aujourd'hui encore, cette stratégie marche à merveille, parce que tant qu'on se regarde comme des étrangers entre nous, on ne regarde plus ceux qui nous pillent au sommet. L'absurdité à la camerounaise. Imaginez un peu la scène. Tu es en train de marcher pour réclamer la transparence électorale, et ton voisin de pancarte te regarde en coin pour te demander si ton nom finit par « et » ou par « a ». Toi tu dis « c'est la démocratie qu'on veut », lui il répond « oui, mais pas avec les gens de chez vous ». Non, mais vraiment, on dirait une blague du quartier Mvogada. On a transformé les luttes politiques en compétition ethnique. Et pendant ce temps, le Cameroun reste dans le même film, routes trouées, hôpitaux sans médicaments, écoles sans bancs. Mais au lieu de chercher le vrai responsable, on s'insulte entre villages comme si c'était l'autre qui avait volé le budget du ministère. C'est ce que j'appelle la bêtise stratégique nationale, on se bat entre victimes pendant que les vrais coupables trinquent au champagne. Une question de maturité politique. La vérité, chers abonnés, c'est que le Cameroun n'aura jamais d'opposition forte tant qu'on laissera les querelles communautaires polluer le débat. Parce qu'un peuple divisé ne peut pas demander des comptes. Et c'est pour cela que les vrais manipulateurs adorent entretenir ces tensions, ils savent qu'un peuple qui se méfie de son frère ne fera jamais front commun pour réclamer la justice. Quand tu es du centre, du nord, du littoral ou de l'ouest, tu bois la même eau sale, tu subis la même hausse des prix, tu attends le même bus en retard. Mais curieusement, dès qu'il faut manifester ensemble, on devient soudain des adversaires ethniques. C'est ça la grande ironie de notre pays, la souffrance est nationale, mais la colère, elle, devient régionale. Ce qu'il faut retenir. Ce témoignage, qu'il soit exact ou exagéré, doit nous servir d'avertissement collectif. Parce que si un jour la politique finit par creuser un fossé entre communautés, c'est fini, plus de nations, plus de paix, plus de Cameroun. On ne peut pas revendiquer la vérité des urnes tout en cultivant le mensonge du tribalisme. On ne peut pas crier « justice » tout en jetant la pierre sur un frère parce que son nom ne sonne pas comme le nôtre. La démocratie, mes amis, ce n'est pas la guerre des origines, c'est la guerre contre l'injustice, la corruption et le mensonge institutionnalisé. Alors oui, il faut condamner ces propos s'ils sont avérés, mais surtout il faut se regarder dans le miroir. Parce que le vrai danger n'est pas le voisin d'en face, mais le petit démon qu'on laisse parler dans nos têtes chaque fois qu'on dit « au lieu de dire « nous ». En résumé, mes chers abonnés de Kame News, cette affaire est un test pour nous tous. Allons-nous continuer à marcher les yeux fermés, guidés par la rancune tribale? Ou allons-nous enfin ouvrir les yeux et comprendre que la vraie bataille, c'est celle du peuple uni contre la manipulation? Le Cameroun, ce n'est pas un puzzle de tribus, c'est une chanson à plusieurs voix. Et si chacun chante sa partie sans jalousie, le monde entier dansera sur notre harmonie. Alors dites-nous en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous sentez que la politique divise trop les Camerounais selon leurs origines? Pensez-vous qu'un jour on aura une opposition qui dépasse les barrières ethniques? Parce que chez Kame News, on ne vend pas la haine, on sert la vérité, mais toujours avec le piment du pays. Partie 4, les conséquences et les pistes d'action, quand la politique devient un marché de dupes. À Cameroun, mon beau pays des grandes surprises. Ici, même la trahison a souvent un badge officiel et une photo 4x4 sur fond tricolore. On ne sait plus qui est contre qui, ni qui manifeste pourquoi. Chacun joue son propre film dans un scénario où le peuple, lui, reste le figurant principal, payé en poussière et en illusion. Parce que soyons clairs, si ces accusations venaient à être confirmées, je dis bien si, cela dépasserait la simple histoire de quelques militants mal inspirés. Ce serait un véritable coup de massue sur la tête déjà chauve de la crédibilité politique au Cameroun. Imaginez un peu,
des gens qui marchent pour la vérité des urnes, arrêtés par leurs propres camarades de lutte. Et bien là, ce n'est plus de la politique, c'est du théâtre comico-tragique digne de la troupe Les Désemparés de Yaoundé. Première conséquence, la confiance fout le camp. Dans un pays où la confiance politique tient déjà sur un fil plus mince que la ficelle d'un sac de Gary, une affaire pareille ferait l'effet d'une lame de rasoir. Le peuple, déjà fatigué de croire à chaque promesse recyclée comme un vieux discours de 1990, se demanderait, si même ceux qui crient « changement » peuvent livrer leurs frères, alors qu'y reste-t-il pour nous défendre? Les opposants se tireraient dans les pattes, les partisans du régime applaudiraient en coulisses, et pendant ce temps, les Camerounais normaux, eux, continueraient de courir après la sauce tomate à 1000 FRS. Voilà comment la politique au 237 devient un feuilleton permanent, chaque jour un épisode, mais jamais de générique de fin. Deuxième conséquence, la fracture du peuple. Si ce genre d'histoire se propage sans qu'on la clarifie, on court droit vers ce que les anciens appelaient le grand désordre du ventre. Parce que les gens, au lieu de s'unir contre le vrai problème, la misère, le chômage, la corruption, vont commencer à se méfier les uns des autres. On ne regardera plus si tu marches pour la démocratie, on regardera si ton accent vient de Bafoussam, Garoua ou Ezeka. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand on commence à diviser le peuple sur la base de l'ethnie, c'est comme si on arrosait la braise avec de l'essence. L'histoire de notre continent l'a déjà prouvé, les guerres les plus absurdes sont nées de simples phrases lancées à la légère. Et pourtant, ce Cameroun-là a toujours su rire ensemble, même dans la galère. Ne laissons pas la manipulation tuer notre plus grande richesse, notre humour collectif. Troisième conséquence, le régime se frotte les mains. Et oui. Pendant que les opposants s'entre-déchirent à coups de statuts Facebook et de posts incendiaires, le pouvoir, lui, regarde la scène depuis le palais comme on regarde une comédie gratuite. On peut presque entendre la voix dans les couloirs. Laissez-les se battre entre eux, ça nous économise les gaz lacrymogènes. C'est comme si on leur offrait une victoire sans même qu'ils bougent le petit doigt. Pendant que les uns s'accusent de trahison, les autres signent tranquillement les décrets et préparent les prochaines élections avec la bénédiction du temps. Voilà comment une opposition mal soudée devient le plus grand allié de ceux qu'elle prétend combattre. Et maintenant, que faire? Parce qu'à Kamenius, on ne fait pas que critiquer, on propose aussi. Et nos propositions, elles sentent le bon sens, pas la poussière des discours creux. D'abord, la vérification. Quand un témoignage aussi explosif sort, il faut qu'une structure indépendante fasse la lumière, recouper les faits, identifier les témoins, confronter les versions. Pas pour accuser, mais pour savoir. Parce que la vérité, même si elle dérange, est toujours moins dangereuse que le mensonge entretenu. Ensuite, la protection citoyenne. Il faut qu'on arrête d'envoyer les jeunes se faire cueillir comme des mangues vertes pendant que les politiciens boivent leur champagne à Bastos. Chaque mouvement doit avoir une cellule de vigilance, des avocats volontaires, des caméras pour documenter. Que plus jamais un manifestant ne disparaisse sans trace dans les mailles du système. Enfin, la responsabilité politique. Si un parti découvre que certains de ses membres ont joué un jeu trouble, qu'il parle haut et fort. Qu'il les suspende, qu'il communique. Parce que se taire, dans ce genre d'affaires, c'est approuvé en silence. Et dans ce pays, le silence a déjà trop fait de victimes. En résumé, chers abonnés de Kamenius, cette histoire, qu'elle soit vraie, déformée ou manipulée, nous rappelle une chose, au Cameroun, la politique est devenue une partie d'échecs où le peuple sert souvent de pion. Mais à force de jouer avec le feu, certains risquent de se brûler les doigts, et les ambitions. Et vous alors? Si demain un camarade de lutte vous livrait à la gendarmerie, que feriez-vous? Vous tourneriez la page ou vous tourneriez la table? Dites-le nous en commentaire. La victoire du candidat Paul Biya. Et là, votre candidat, Issa Tiroma Bakari, parle toujours de mascarade. Alors c'est une grosse mascarade, mais avant ça, j'aimerais qu'on ait une pensée pour ceux-là qui sont tombés, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des jeunes qui sont tués dans nos rues, et cette fois-ci, c'est véritablement une pensée qui vient du fond du cœur, et qui n'a rien à voir avec ce que Paul Biya a déclaré. Alors, pour celles qui représentent le RDPC sur ce plateau, est-ce que vous êtes content de dire que votre candidat a gagné au moment où on est en train de tuer des jeunes dans les rues? Vous êtes contente, Madame Foula?
Vous vouliez rendre hommage à vos compatriotes qui sont tombés. Oui, mais nous avons... Décidément, c'est une habitude chez vous. savoir. Décidément, Si c'est vous êtes une content de habitude ce chez que vous. vous On venez vous de pose une question. Madame, les gens sont On en vous train de pose mourir une au question Cameroun. et Les vous gens sont en train de répondez par mourir, la madame. polémique. Répondez à la question, monsieur Sika. Les gens sont en train de mourir. Répondez à la question. Est-ce que Vous avez êtes content fait d'une semblant victoire? de Si vous vous avez incliner donc gagné. devant la mémoire des jeunes. Je n'ai pas fait Répondez à la semblant. question. Ça vient du fond du cœur. Ça n'a rien à voir avec ce que Et vous avez M. bien Biya a fait. déclaré. Et vous avez bien fait. On l'a déjà fait, n'est-ce pas? Vie perdue est une vie perdue de trop. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de raison que des gens meurent parce qu'on fait une élection. Surtout pour un vieillard de 93 ans. Alors, qui sacrifie la vie des voilà. jeunes. Et les sages ont parlé ce 27 octobre. Ce ne sont pas des sages. Vous parlez de la Conseil oui, constitutionnel. mais dans tous les pays, les membres du Conseil constitutionnel sont appelés des sages. Et le Cameroun ne va pas faire exception, en tout cas. Pour nous, les victimes. Selon moi, bien le sûr, Cameroun je respecte cela, ne monsieur fait Tombé. pas Je le exception, respecte, puisqu'on mais nous, les respecte victimes, les juridictions. Les pauvres, ceux qui ont Alors, dit, dites-nous pourquoi vous ceux-là ne continuez peuvent pas. toujours de parler de mascarade. Bertrand Parce que Sikaki. le président Tiroma, qui est ici, je rappelle, le candidat du peuple, a les vrais PV qui n'ont rien à voir avec cette mascarade qu'on voit là. Le président Tiroma, le peuple camerounais a voté pour le candidat Tiroma, et ce qui est en train de se passer est une grosse mascarade. Nous avons les PV des 18 bureaux de vote, des 18 régions les plus importantes qui font 80% ici de l'électorat. Donc on ne peut pas venir nous sortir comme le prétexte la dernière fois, il faut attendre le résultat des 31 000 bureaux de vote et tout. Vous vivez dans un pays sérieux, la France, d'autres pays, et même d'ailleurs laissons la France, on va prendre des pays africains, le Nigeria qui a 300 millions d'habitants, ils ont des dizaines de millions de gens inscrits. Au bout de 2-3 jours au Nigeria, on a les résultats. Au Cameroun, on a pris 2 semaines, le temps de falsifier les PV. Vous avez vu vous-même les images sur les réseaux sociaux où des gens assis dans des bars, ils falsifient des PV. Et ce sont ces PV qui ont été lus là. Ce n'est pas là les PV du peuple camerounais. Donc c'est une mascarade. C'est pour ça que le candidat du peuple, Issa Tiroma Bakari, parle de mascarade. Qu'attendiez-vous au fond du Conseil constitutionnel? Vous n'avez pas saisi le Conseil constitutionnel. Vous n'avez saisi le Conseil constitutionnel d'aucun recours. Vous attendiez quoi? Puisqu'on connaissait déjà le résultat du Conseil constitutionnel, le président Kamto du MRC est allé là-bas en 2018. Qu'est-ce que ça a donné? Il est allé lors des élections 2018, gagné par M. Kamto. La victoire du peuple a été volée. Donc le président Issa Tiroma Bakari, qui représente actuellement le peuple camerounais, a eu le temps d'anticiper. D'ailleurs, il a fait... Madame, s'il vous plaît, juste que je termine. Monsieur Tiroma a signé le code de bonne conduite de l'élection. Avant de se présenter, donc il savait que sa victoire allait être volée. Vous voulez parler du code électoral, pour moi c'est un torchon. Non, je suis désolé, je n'en parle même pas. La rhétorique ne fonctionne pas. J'étais juste en train de terminer. Alors, terminez rapidement, chutez rapidement, on va avancer dans cette émission. Le peuple camerounais s'est exprimé massivement. En Côte d'Ivoire, les résultats sont déjà là, au bout de 2-3 jours, alors que voilà, vous connaissez, ils ont voté. On ne va pas refaire ce débat. On sait que ces 2 semaines, le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce 27 octobre. Vous contestez toujours les résultats définitifs tels que proclamés, pardon. Évidemment. Parce que ça ne reflète pas le verdict des urnes. On va avancer, Madame Lehmann, très rapidement. Voici ce que dit ce 27 octobre, Madame Lehmann. Fouda, Grégoire Onan, le ministre Grégoire Onan. Percée, mais une conscience collective qui se lève, une énergie difficile à contenir. L'ombre du changement plane sur le palais présidentiel, tandis que les rues vibrent au rythme des slogans. Et pourtant, ce qui rend cette crise différente, c'est cette étrange harmonie entre le peuple et une partie de l'armée. Ce n'est plus le peuple contre l'État, c'est le peuple avec l'État contre le pouvoir. Une fracture invisible s'élargit, révélant l'usure d'un système qui croyait pouvoir régner éternellement. L'histoire, cette fois, semble avoir décidé d'avancer, qu'on le veuille ou non. Dans les régimes qui s'étirent sur plusieurs décennies, la peur devient une architecture invisible. Elle se construit pierre après pierre, discours après discours, jusqu'à se fondre dans la normalité du quotidien. Au Cameroun, cette peur a longtemps été l'arme la plus fidèle du pouvoir. Elle n'avait pas besoin de se montrer. Elle vivait dans les regards baissés, dans les silences prudents, dans ses conversations
qui s'interrompent dès qu'un nom est prononcé trop fort. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est fissuré. Cette peur qui servait de ciment au régime commence à se déliter. Chaque manifestation, chaque slogan crié, chaque vidéo partagée sur les réseaux agit comme une étincelle. Ce n'est plus une simple protestation électorale, c'est un processus de désenvoûtement collectif. Pendant des années, on a dit aux jeunes qu'ils étaient impuissants, qu'aucun changement n'était possible, que le système était trop fort. Et soudain, les mêmes jeunes voient les militaires refuser d'obéir à des ordres jugés injustes. Cette simple image ébranle tout un imaginaire politique. Si même ceux qui portaient les armes du pouvoir choisissent de ne plus tirer, alors le mythe de l'invincibilité s'effondre. Dans les cercles diplomatiques, on parle d'instabilité. Mais ce mot, souvent utilisé pour condamner, cache une vérité plus profonde. L'instabilité n'est parfois que le cri d'un peuple qui se remet debout. Ce que le monde appelle désordre peut être en réalité le retour du souffle vital dans un corps endormi. Face à cela, le pouvoir hésite. Réprimer, dialoguer, se taire. Chaque décision comporte un risque, car dans ce moment fragile, le moindre geste peut déterminer si l'histoire s'écrira dans la paix ou dans le sang. L'histoire de l'Afrique contemporaine est jalonnée de moments où le destin d'une nation bascule en quelques jours. Ce qui se joue aujourd'hui au Cameroun n'est pas un épisode isolé, c'est un écho d'un mouvement plus vaste qui traverse le continent, du Sahel jusqu'à l'océan Indien. Depuis quelques années, les cartes politiques africaines se redessinent au rythme des insurrections populaires et des mutineries militaires. Madagascar, Mali, Niger, Burkina Faso. À chaque fois, le scénario semble différent, mais la racine reste la même. Une rupture entre des dirigeants vieillissants et des peuples jeunes qui refusent l'immobilisme. Le Cameroun, longtemps perçu comme une forteresse de stabilité dans la région, voit maintenant cette image se fissurer pendant que les chancelleries étrangères observent avec prudence. Les populations voisines regardent avec fascination, car au-delà des frontières, un message se diffuse. Si un peuple parvient à briser le cycle de la peur, d'autres peuvent suivre. C'est ce que redoutent les régimes autoritaires et ce que redécouvrent les sociétés civiles africaines, la contagion du courage. Les observateurs internationaux évoquent un effet domino, mais ils oublient souvent que cet effet ne naît pas du hasard, il naît d'un même sentiment de dépossession. La jeunesse africaine, majoritaire mais marginalisée, voit ses espoirs se heurter à des systèmes politiques figés dans le temps. Le Cameroun devient alors un miroir tendu à toute une génération, celle qui veut enfin être actrice de son propre récit. Historiquement, les armées africaines ont souvent été instrumentalisées comme boucliers des régimes. Mais la tendance s'inverse peu à peu de Bamako à Antananarivo. Elle découvre qu'en se rangeant du côté du peuple, elle gagne une légitimité nouvelle. Ce basculement idéologique, lent mais profond, reconfigure l'équilibre des forces sur tout le continent. Et c'est ce souffle que l'on sent aujourd'hui dans les rues camerounaises, un souffle qui pourrait à terme redéfinir la notion même de pouvoir en Afrique. Dans les ruelles étroites de Douala, la révolution n'a pas de costume ni de drapeau officiel. Elle porte des sandales usées, des mains calleuses et des visages marqués par la fatigue. Le vacarme des mototaxis se mêle au chant des manifestants. Ici, ce ne sont pas des héros abstraits, ce sont des étudiants, des mères, des anciens soldats, des vendeuses de marché, tous unis par une même pulsation, celle du refus. Sous un soleil implacable, une jeune femme lève un carton griffonné. 43 ans, c'est assez. Autour d'elle, des regards se croisent, pleins d'une émotion contenue. Ce n'est pas la colère brute qu'on y lit,
mais une forme de dignité nouvelle, presque silencieuse. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils osent marcher dans une manifestation. Ils savent les risques. Ils ont vu d'autres tomber, d'autres disparaître, et pourtant, ils avancent. Parce qu'à ce stade, la peur a perdu son emprise. Dans une caserne de province, un jeune caporal observe la foule depuis la grille. Il a reçu l'ordre de disperser les manifestants, mais son fusil reste baissé. Dans sa tête, deux loyautés s'affrontent, celle de l'uniforme et celle du sang de sa propre famille au milieu de la rue. Quand il voit sa sœur brandir un drapeau improvisé, son choix devient évident. Ce geste simple et silencieux vaut un manifeste. Les rues du Cameroun vibrent d'une énergie contradictoire. La tension et l'espoir s'y mêlent, l'angoisse et la fierté s'y confondent. C'est une révolte sans chef, une onde portée par des milliers d'âmes. Chaque cri lancé contre le pouvoir est aussi une prière adressée à l'avenir. Dans les regards des plus jeunes, on lit cette conviction: si ce régime tombe, ce ne sera pas grâce à la violence, mais grâce à la persévérance d'un peuple qui, pour la première fois depuis longtemps, se sent vivant. Chaque nation traverse tôt ou tard un moment où le destin collectif se confronte à la conscience individuelle. Le Cameroun semble vivre cet instant. Ce n'est plus seulement une question de politique, ni même de pouvoir, c'est une épreuve d'âme. Quand un peuple se dresse après 43 ans de silence, ce n'est pas un hasard, c'est une nécessité historique. Ce genre de soulèvement n'est pas planifié, il germe dans le cœur des hommes, mûrit dans le silence des humiliations accumulées, puis surgit avec la force d'un instinct vital. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est moins une rébellion qu'un réveil spirituel. Les jeunes qui descendent dans les rues ne réclament pas seulement des élections justes, ils exigent une réconciliation avec eux-mêmes, avec leur dignité confisquée. Ils ne veulent plus être spectateurs d'un pays figé, mais artisans d'un nouveau récit. Ce changement, avant d'être politique, est intérieur. Il commence dans le regard de celui qui cesse de croire que tout est perdu. Le pouvoir, lui, ne comprend pas toujours cette mutation silencieuse. Il croit encore pouvoir éteindre le feu par la peur, sans voir que la peur a changé de camp. Car quand la conscience d'un peuple s'élève, aucune matraque ne peut la contraindre. La force brutale échoue toujours face à la clarté intérieure. Ce n'est pas un hasard si l'on parle de lumière pour évoquer la lucidité. Elle éclaire sans bruit, mais elle dissipe l'obscurité avec une puissance irrésistible. Ce qui se joue donc au Cameroun dépasse les frontières. C'est un miroir tendu à tous les peuples qui, depuis trop longtemps, ont appris à plier. Ce mouvement, dans son essence la plus pure, nous rappelle une vérité simple. La liberté ne se conquiert pas, elle se reconnaît. Et lorsqu'un peuple se reconnaît enfin libre, aucun pouvoir terrestre ne peut le ramener à l'obéissance d'hier. Le monde observe, mais le monde hésite. Les chancelleries occidentales publient des communiqués prudents, les institutions régionales restent silencieuses, comme si le Cameroun vivait une tempête dans l'indifférence générale. Pourtant, derrière ce mutisme diplomatique, chacun mesure la portée du moment, car ce qui se joue ici, au cœur de l'Afrique centrale, n'est pas un simple affrontement politique, c'est la mise à l'épreuve d'un modèle, celui des États figés dans le temps, où la stabilité se confond avec l'immobilisme. Le Cameroun, longtemps perçu comme un pilier de la région, devient malgré lui un laboratoire. Dans les coulisses, les puissances étrangères scrutent les événements avec calcul. Certains y voient une opportunité d'influence, d'autres une menace pour leurs intérêts. Les multinationales qui exploitent le sous-sol camerounais, les diplomates qui redoutent l'incertitude, les voisins qui craignent la contagion politique, tous savent qu'un simple basculement à Yaoundé pourrait redessiner la carte du pouvoir en Afrique.
Et au milieu de ces stratégies, une vérité demeure. La volonté d'un peuple ne se négocie pas. Ce n'est ni Washington, ni Paris, ni Pékin, ni Moscou qui décideront de l'avenir du Cameroun. Ce sera la rue, cette grande agora improvisée, où chaque cri, chaque pas, chaque main levée façonne un destin collectif. Ce pays, autrefois prisonnier de son passé, s'avance désormais vers l'inconnu, un inconnu chargé d'angoisse mais aussi d'espérance. Car parfois c'est dans la nuit la plus dense que les nations trouvent enfin leur aube,